Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur SICA et c'est l'émission Entretien du jour. Entretien du jour au cours duquel nous recevons un romancier, mais un consultant en marketing et communication, auteur du livre Les effets des causes cachées, tome 1 et 2. Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit ce roman. Le premier tome, par exemple, c'est en 3 grandes parties, 49 chapitres, 431 pages. Le second, c'est la même chose, mais 49 chapitres également, mais 407 pages. Pourquoi autant d'efforts mentaux? C'est lié aux expériences capitalisées. Les expériences capitalisées, quand vous voyez le titre du roman même, ça reflète un peu la diversité du roman, les effets des causes cachées. Alors, pourquoi ce titre? Justement parce que le vécu quotidien dans mon pays natal, le Sénégal, au sud du Sénégal, en Casamance, le vécu quotidien m'a forgé et je suis allé en contact de l'Europe. Venu au Bénin, je me suis rendu compte qu'en Afrique, souvent, nos gouvernants s'attaquent aux effets des causes. Alors, tant qu'on ne s'attaque pas aux causes réelles qui produisent les effets, nous serons amenés à gérer que les effets. Et vous parlez des effets des causes cachées. Pourquoi vous estimez que ces causes sont cachées? Ils sont cachés parce que les causes profondes de notre sous-développement, des causes profondes de des conflits, ne sont pas souvent traitées par la manière par laquelle elles devaient être traitées. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ces causes sont... C'est des causes superficielles, les effets superficiels. Mais les causes profondes sont cachées. Et tant qu'on ne les déterre pas pour les mettre sur le plateau, les diagnostiquer et trouver des solutions, nous ferons du surplace. Alors, comme je le disais, c'est une double production. En même temps, le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 qui est d'ailleurs une suite du tome 1. Au premier tome, vous avez abordé beaucoup plus votre enfance, votre adolescence, puis votre maturité qui vous a amené d'abord à aller découvrir l'extérieur. Oui. Si vous voyez, bien sûr, c'est l'adolescence, c'est la vie, mais l'adolescent dans un contexte social ou multiculturel. Voilà, et en même temps, vous abordez à la fois la foi et l'étude du Coran. Oui, le Coran. Quel rapport en faites-vous? Non, je voudrais, par ce roman aussi, dénoncer la manière mécanique dont le Coran, la foi est enseignée. Parce que j'ai été... Il faut rappeler que vous êtes musulman. Oui, j'ai été victime de cette manière mécanique où l'enfant apprend le Coran, récite, mais ne sait pas la signification de ce qu'il est en train de réciter. Vous voyez, parce que nous ne sommes pas des Arabes, on parle dans notre langue, nos dialectes, et nous sommes colonisés par la France. Donc, en lisant en arabe le Coran, au départ, c'est la récitation mécanique. Cette récitation mécanique a des impacts négatifs. Il y a des gens qui s'arrêtent à ce stade-là. Ils pratiquent la religion, ils prient, mais sans pour autant comprendre les versets qu'ils sont en train de lire, c'est quoi. Donc, pour moi, c'est le nid du fanatisme religieux. C'est pourquoi ça m'a marqué et j'ai sorti cela dans le roman, l'apprentissage du Coran et de la foi. J'ai fait un lien. Voilà, dans le roman. Mais quand vous qui avez donc brassé autant de cultures, est-ce que ce lien vous a permis de découvrir qu'au niveau de l'Église catholique, de la chrétienté par exemple, il y a une différence? Vous savez, en grandissant, j'ai fait la théologie, j'ai beaucoup lu la Bible, hein, j'ai analysé profondément la Bible. Ça me permet de me conforter. Ce que je dirais à travers le roman, c'est de dire aux chrétiens de lire le Coran et aux musulmans de lire la Bible pour que ce dialogue islamo-chrétien, vous savez, j'ai vécu dans ce dialogue islamo-chrétien en tant que Sénégalais, dans un pays à 95% de musulmans, et Senghor, qui était un catholique, sa femme catholique, qui nous a gouvernés pendant 20 ans, ça n'a dérangé personne. Donc nous, le dialogue islamo-chrétien, c'est dans notre culture. Donc voilà, ça ne me gêne pas que je me donne la main aux chrétiens ou de lire la Bible. Voilà. Alors, Lamine Cissé, dans ce livre, surtout le premier tome, mais également vous avez abordé, parlant de la puberté, beaucoup de sujets quand même tabous dans le milieu musulman. Vous parlez de sexualité comme si c'est accepté,
qu'on parle ainsi dans la société musulmane? Oui, parce que ce tabou a fait beaucoup de dégâts. Prenons le cas de l'excision que j'ai traité même dans le roman. Ce tabou a fait beaucoup de dégâts, d'autant plus que c'est des effets culturels. C'est-à-dire, dans la culture mandingue ou djola, etc., la maman ne peut pas aborder les questions de sexualité avec sa fille ou son enfant à un certain niveau. Et la méconnaissance du sexe fait que les gens étaient prématurément enceintés, des grossesses indésirables, etc., etc. Alors, c'est-à-dire que le roman est d'actualité, d'autant plus que nous sommes à l'ère de l'Internet aujourd'hui. Le sexe est dans les portables, c'est partout ailleurs. Donc, vaut mieux qu'on en parle. Aujourd'hui, vous allez au niveau des téléfilms qui se font dans les salons. Avant, moi, mon papa, quand on joue un film et qu'un couple s'embrasse, il éteint la télévision. Mais aujourd'hui, c'est les enfants qui disent « Papa, papa, viens, on regarde ». Les gens font de l'amour devant le papa et ses enfants. Donc je dis qu'il faut en parler. Ça ne doit plus être un tabou parce que ça fait partie de la vie intégrante de la personne. Alors, il ne faut pas oublier que vous êtes de la région de la Casamance, comme vous l'avez souligné. Il y a beaucoup de faits. Aujourd'hui, lorsqu'on prend la région de Casamance, c'est une région où il y avait eu beaucoup de soulèvements. Et ça a agité beaucoup de régimes également au Sénégal. Qu'est-ce qui a véritablement motivé ce soulèvement? Oui, c'est vrai. Vous savez, la Casamance, quand on parle de Casamance, on parle de la Gambie, puisque la Casamance est enclavée. Entre le sud du Sénégal et le reste du Sénégal, il y a la Gambie qui est en tant qu'État. Ce qui veut dire que c'est le fait de la colonisation. Nous avons de l'autre côté la Guinée-Bissau, qui est un pays lusophone. Donc, vous avez un pays lusophone, un pays francophone et un pays anglophone. Et ces pays qu'on dit des pays, c'est le même peuple. Nous avons la même culture, la même langue. Moi qui vous parle, mon papa est un Gambien. Okay? Il n'y a pas de Sénégalais qui n'a pas de parents en Gambie ou Gambien qui n'a pas de parents. Donc c'est le même peuple et deux États. C'est le paradoxe de la colonisation. Donc c'est ce qui a créé cette scission, la rébellion qui s'est jusqu'à présent que nous sommes en train de traiter. Quel rôle le président guinéen Sékou Touré en son temps avait joué dans cette histoire? Non, Sékou Touré, vous savez, c'est un panafricain, mais Sékou Touré était en retard par rapport à son temps parce qu'il n'était pas au diapason avec son peuple. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de la réelle politique. Tout ce qu'il disait, ses discours, nous, ça nous animait, nous applaudissons, mais ce n'était pas de la réelle politique parce qu'un pays qui n'a pas la technologie, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas les moyens de sa politique, ne peut pas être indépendant et libre. Donc, Sékou Touré, c'était un idéal, mais je le reproche le fait de mener un combat. C'est pourquoi aujourd'hui, la Guinée est en train de traîner les séquelles jusqu'à présent. Le combat de la chasse au peul, par exemple, ça c'est une faute fondamentale qui a plongé la Guinée dans les considérations ethniques. C'est pourquoi dans les modes de gouvernance guinéens, il y a ce problème-là. Il y a la connotation ethnique qui joue. Donc ça, c'est à l'actif des actions politiques du président Sékou Touré. Mais sinon, c'est un grand homme. Alors, le Sénégal, c'est l'ensemble de votre territoire. Les partis politiques également ont connu une certaine mutation. Il y a le libéralisme. Aujourd'hui, tout le monde parle de la démocratie. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment cela? Oui, c'est pourquoi chaque pays a son processus. Nous, le processus de démocratisation au Sénégal, c'est avec Senghor. Léopold Sédar Senghor. Mais l'étape de Léopold Sédar Senghor, c'était la construction de l'État-nation. Il voudrait que toutes les couches sociales, toutes les ethnies, toutes les religions s'embrasent et créent une harmonie. Donc la construction de l'État-nation est beaucoup plus difficile. Donc Senghor, à cette époque... Donc vous le croyez dans ses rêves de poète? Bon, Senghor a pu faire rêver les gens. Parce qu'en fait, à cette époque, il fallait harmoniser les ardeurs, amener les peuples à être un, au lieu de les diviser. Donc c'était sa crainte, c'est pourquoi d'ailleurs... il a voulu limiter les partis politiques à 4 partis politiques. Mais avec l'avènement du président Abdou Diouf, qui a instauré le multipartisme... Et dans le livre, vous parlez de gouvernance répressive. Effectivement, parce que Senghor a été répressif. Senghor a été répressif. Pour lui, c'était quand même pour restaurer la discipline. Mais vous savez, nous avons fait la dictature de la démocratie. C'est comme ça que je l'appelle. Parce que le Bénin a fait le marxisme-léninisme. Mais nous avons fait la dictature de l'État. Au moment où les gens nous applaudissaient,
nous étions beaucoup plus dictatorial que les autres régimes. Parce qu'un régime qui a les institutions, mais les institutions ne fonctionnent pas normalement, ne fonctionnent pas d'une façon démocratique. C'est le ministre de l'Intérieur qui organisait les élections et qui proclamait les résultats de son choix. C'était à 98% élus, toujours. Donc nous étions dans ce processus-là jusqu'à l'alternance 2000 qui a été opérée par le président Wade. Alors, est-ce que comme ça, vous voyez que également au Sénégal, comme dans beaucoup de pays africains, on fait de la politique politicienne? La politique politicienne, vous savez pourquoi non, au Sénégal, vous savez, pendant 40 ans, nous avons un parti socialiste qui n'a fait que la politique, le clientélisme politique. C'est pourquoi aujourd'hui, ce sont les conséquences. Les causes réelles de ce que nous vivons aujourd'hui, les effets des causes cachées. Nous sommes en train de gérer les effets, mais les causes ont été produites depuis l'indépendance. Pendant 40 ans, le Parti socialiste est au pouvoir, mais c'est le clientélisme politique. On ne forme pas les militants. Ce qui se passait est que c'est l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, un politicien qui vient parler sans argent, c'est que le peuple n'est même pas prêt à vous écouter parce que pour eux, vous êtes venus tromper le peuple. C'est pourquoi nous avons vécu cette période-là où on distribuait des sacs de riz pour aller voter à la veille des élections. J'ai vécu cela en tant que jeune. Et j'ai eu l'expérience parce que ma maman était une grande militante politique, une combattante politique. Mais à la veille des élections, je l'accompagnais pour aller distribuer les sacs de riz, donner des enveloppes, afin que les gens puissent voter. Donc, cette éducation-là, ce sont ces acquis-là que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à quitter votre pays à un moment donné pour aller à l'étranger? Bon, c'est le mythe, parce que le mythe d'aller en Europe, peut-être on pense qu'en allant en Europe, on réussira, on va atteindre les objectifs qu'on vise. Et puis à un moment donné, il y a des contraintes sociales, c'est écrit dans le livre. Parce que Karalan, le héros du roman, a subi beaucoup de fautes sociales. Il a enceinté une fille et qui était un tabou dans la société à cette époque. Et puis il est issu de grandes sociétés maraboutiques. Il fallait, la pression morale a fait que Karalan a dit, il faut que je m'évade un peu pour aller me refaire ailleurs. Je crois que... Il a été déçu? Il a été surpris par ce qu'il a trouvé en Europe et que c'était pas l'Europe sociale, c'était l'Europe individualiste. Ah ben, le rêve aujourd'hui de beaucoup d'Africains, c'est toujours aller en Europe. Non, c'est la méconnaissance des réalités. Nous avons été victimes de cela, c'est la méconnaissance. Parce que, en réalité, quand vous voyez, les gens, avant d'aller en Europe, ils dépensent presque 2 ou 3 millions. Les 2 ou 3 000 constituent un capital pour travailler. Mais vous êtes venu quand même parce que vous avez été déçu, vous êtes rentré au pays avec de l'argent et vous voulez entreprendre, mais ça n'a pas marché. Oui, je suis venu, je suis confronté au système judiciaire. Vous savez, notre justice est une justice corrompue. Hein. Quand je dis notre justice, c'est la justice africaine d'une manière générale. Ah bon? Elle est une justice des élites, mais pas une justice des pauvres. Donc, à cette époque, j'étais venu dans le but de m'exercer en business, mais j'ai été escroqué. L'escroquerie, la Karalan escroqué, s'est confié à un avocat et il s'est rendu compte que la justice, c'est là où se trouve l'escroquerie. Et Karalan, donc, s'est fait escroquer, il a voyagé, il a quitté donc son pays pour explorer le reste de l'Afrique. On va vous retrouver Lamine Cissé dans la suite parce que ces 2 tomes, la première partie est donc abordée, la deuxième partie est consacrée beaucoup plus à l'intégration africaine dont vous êtes également un des acteurs. On va en parler à la suite, donc c'est Décentralité.